Alors bonjour à tous. On va bientôt démarrer. Pour vous dire aussi, peut-être que le lien n'était pas très évident à trouver dans le flash ou bien dans l'envoi d'un mail sur le replay du premier webinaire que nous avions pu faire il y a 15 jours. Voilà, donc j'espère que pour autant vous allez pouvoir suivre au mieux. Se dire également que ce webinaire est enregistré. Voilà, donc il pourrait être diffusé aussi après coup sur notre blog. Et puis, je vais peut-être commencer là par présenter donc les personnes qui vont participer, prendre la parole lors de ce webinaire qui va durer 1h30. Nous finirons à 16h autour du thème de l'évaluation. En période de confinement et puis aussi comment l'envisager à la reprise. Voilà. Donc, peut-être se présenter chacun à son tour. Donc, je vais peut-être me représenter. Donc, Marilyn Abéguilé, je suis coordinatrice pour le pôle éducation pédagogie de la DDEC du Finistère, voilà, pour le second degré. Donc, Logan. Ouais, j'active mon micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Donc Logan Vince, moi je suis à Ploudalmézeau, je suis enseignant au collège Saint-Joseph à Ploudalmézeau et également PAD, prof animateur du Césin pour la DDEC. Donc voilà, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Logan. Jacques. Oui, bonjour tout le monde. Jacques Malégol, donc j'enseigne la technologie à Saint-Joseph, à Plabennec, et je suis PAD aussi, plus particulièrement autour du numérique. Voilà, une bonne après-midi à tous. Merci Jacques. Béatrice. Oui, bonjour à tous, Béatrice Le Saint. Donc, je suis professeure de physique-chimie à PUESCAT et professeur animateur diocésain dans une mission qui est la mission du développement de la pratique professionnelle des enseignants. Voilà, et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Béatrice. Et puis Anne-Marie Briand-Lester. Bonjour à tous. Donc Anne-Marie Briand-Lester, je suis responsable du pôle du pôle éducation pédagogie et ravie moi aussi d'être avec le groupe et avec vous cet après-midi pour ce temps autour de l'évaluation. Donc, merci à tous de nous rejoindre. Vous pouvez continuer dans l'outil du chat à vous présenter, à dire qui vous êtes, dans quel établissement vous êtes, quelle discipline vous enseignez, à quel niveau. Et donc, je laisse la parole à Anne-Marie là pour l'introduction. Donc, comme je disais tout à l'heure, ravie d'être avec vous et vous remercier aussi, bien que les vacances aient commencé, et bien de vous être donné ce petit temps, ce temps de réflexion autour de l'évaluation. Alors, nous avons hésité à vous faire cette proposition de cette animation à distance parce qu'effectivement, les vacances débutent, que les 4 semaines que nous avons vécues ont été intensives, intenses, mais il nous a semblé que ce pouvait être quand même un bon moment où on n'a pas encore tout à fait lâché et cette question de l'évaluation eh bien, est prépondérante, en tout cas dans tous les partages que vous avez pu nous faire. Ça faisait partie vraiment d'un questionnement que vous aviez. Donc, à la fois, ça a été l'objet de l'actu que nous avons adressé aux enseignants la semaine dernière et c'était aussi la volonté de pouvoir approfondir, prolonger, présenter, proposer des exemples pour illustrer, pour travailler autour de cet acte de l'enseignant évalué. Alors, nous vous remercions vraiment très chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui, chacun dans un environnement particulier, privé, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans ce temps d'animation à distance. Alors, les problématiques que nous avons déclinées dans l'actu 6 sont un peu différentes, bien sûr, et pourtant, elles sont évidemment celles que nous allons aussi approfondir. Doit-on évaluer? Comment évaluer? Que peut-on évaluer? Et j'aurais dû commencer par qu'est-ce que c'est qu'évaluer?
Donc aujourd'hui, nous savons que les examens sont maintenus, mais selon des modalités différentes. Donc le contrôle continu va vraiment être la base qui va permettre de leur attribution, sauf en dehors, en tout cas, de toutes les notes qui sont obtenues pendant la période de confinement. Bon, néanmoins, avant de nous atteler aux pratiques, aux modalités d'évaluation, il nous a semblé important de pouvoir revenir au sens premier de l'évaluation. D'autant que notre président, le président Macron, évoquait dans son allocution lundi soir une reprise progressive à compter du 16 mai. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ben, ça ne veut pas dire que toutes les écoles vont rouvrir, que tous les établissements vont rouvrir à partir du 11 mai, pardon, on est bien d'accord là-dessus. Reprise progressive, il nous faut donc quand même continuer à penser sur un temps long. Il nous faut donc continuer à penser sur l'accompagnement des élèves sur ce temps long, après 2 semaines de vacances, comment les accueillir. Donc, cette évaluation qui va être notre objet, elle fait vraiment partie intégrante de notre métier d'enseignant. Et évaluer pour autant, si on regarde le sens premier, c'est avant tout donner de la valeur au travail. J'avais envie, pour introduire ce temps, de revenir au BO de 2013 et au journal officiel de 2013. L'un qui venait pour la loi de la refondation de l'école, le BO de juillet 2013, et l'autre, le JO 2013, le journal officiel, qui reprenait le référentiel du métier de professorat et d'éducation. Et donc, l'un comme l'autre mettait en lumière véritablement les dimensions diagnostiques et formatives de l'évaluation. Son rôle essentiel qu'elle tient, l'évaluation, dans la manière d'enseigner, mais au service des apprentissages, au cœur même des apprentissages, permettant ainsi aux élèves de mesurer leurs progrès, de mesurer leurs acquisitions, leurs acquis, et faire ainsi de l'évaluation, avant tout, un objectif de réussite pour les élèves, faire réussir les élèves. Donc, je vous rappelle un tout petit extrait du BO qui nous disait que l'évaluation doit être positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives, compréhensible par les familles, de manière à ce que cette évaluation permette de mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des compétences, ainsi que la progression de l'élève. Donc, on voit bien que l'évaluation a vraiment un rôle pour mobiliser, motiver les élèves, surtout à la période où nous vivons. Ça nous oblige à être encore plus attentifs aux formes d'évaluation, de façon à entretenir la motivation, à éviter le découragement, à ne pas renforcer les inégalités entre nos élèves qui sont confrontés à des réalités vraiment différentes d'une maison à l'autre. Nous savons aujourd'hui, 4 semaines après le début du confinement, que le rythme à la maison n'est pas le rythme de l'école et que les réalités, comme j'ai dit tout à l'heure, sont très différentes. L'accès au numérique, le nombre d'ordinateurs disponibles à la maison, les espaces, le fond sonore, l'aide et les soutiens éventuels. Donc, très nettement, il nous faut valoriser l'évaluation formative et, on osait le dire dans l'actu, laisser tomber, abandonner l'évaluation sommative. Et ça rejoint vraiment tous les messages que le ministère ou le corps des inspecteurs a pu nous transmettre au tout début de cette période de confinement. Marilyn, je te laisse continuer. Merci Anne-Marie pour cette introduction. Donc, pour vous dire un petit peu comment va s'organiser ce webinaire également, le plan en fait du webinaire. Hop. Pardon. Voilà, donc on va avoir une partie sur qu'est-ce que c'est qu'évaluer, ensuite les types d'évaluation que l'on peut voir là lors de cette période de confinement, des outils numériques qui peuvent aider, et puis enfin un point sur les examens, les diplômes et surtout l'accompagnement du parcours de l'élève dans cette période particulière.
Donc, je reviendrai un petit peu là aussi sur ce que Anne-Marie disait tout à l'heure. Faut-il rappeler qu'effectivement, évaluer, ce n'est pas noter ou contrôler. Donc, on a pu être surpris des annonces au niveau des examens et des diplômes qui étaient maintenus, mais avec des modalités différentes. Et les notes pendant le confinement ne seraient pas prises en compte. Pour autant, contrôle, notes, examens, ce ne sont que des pratiques qui proviennent d'une histoire de l'éducation. C'est la face la plus visible aussi de l'iceberg de l'évaluation. Mais on sait depuis plusieurs années maintenant que les sciences de l'éducation et la recherche en sciences cognitives nous ont montré que ce ne sont pas forcément ces évaluations-là, ces formes d'évaluation-là qui fonctionnent pour motiver l'élève, l'accrocher au travail et puis surtout le faire travailler et apprendre. Hein. L'évaluation, c'est avant tout utile pour apprendre et les effets sont bénéfiques aux élèves lorsque ces évaluations sont intégrées dans les apprentissages. Donc, on va essayer de vous donner des exemples pour permettre cette intégration dans les apprentissages. La période de continuité pédagogique vient interroger nos pratiques, nos représentations aussi de l'évaluation et nous sommes obligés d'être à la recherche d'autres modalités. Alors, une question qui revenait souvent ces derniers temps aussi, est-ce qu'on est obligé d'évaluer pendant cette période? En fait, l'évaluation fait partie du travail de l'enseignant. Et c'est important pour nous de se rendre compte de ce que les élèves ont compris, de ce qu'ils ont retenu d'une séance, d'un cours, même envoyé à distance, pour pouvoir continuer, poursuivre les apprentissages. Je ne peux pas continuer si les bases ne sont pas solides ou s'ils n'ont pas pu se poser des questions, des demandes d'explicitation sur un contenu qui leur a été envoyé ou dit en classe virtuelle, par exemple. Il faut forcément avoir des rétroactions avec les élèves, des feedbacks qui sont importants. Voilà. Donc, tout ça, on va reprendre un peu tout ça avec vous là lors de cette heure et demie. Heure et quart maintenant. Donc, dans un premier temps, les formes d'évaluation, on parle beaucoup d'évaluation sommative, évaluation formative. On a dit qu'il fallait privilégier les évaluations formatives plutôt que les évaluations sommatives pendant cette période. Mais en fait, est-ce qu'on est au clair par rapport à ces termes-là? Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce que ça veut dire? Alors, un petit point, donc le type d'évaluation à privilégier, c'est bien l'évaluation formative. Elle est intégrée dans les apprentissages. Elle va permettre à l'élève de prendre conscience de ce qu'il apprend tout au long de ses apprentissages, de mesurer aussi ses progrès et de le responsabiliser face à son travail. L'évaluation sommative, elle vise à estimer les apprentissages acquis à la fin d'un processus de formation, en comparant en général à un niveau préétabli qu'il fallait atteindre. Voilà. C'est une démarche, pour ça qu'on l'appelle sommative, qui consiste à faire la somme des résultats, des points, censés représenter un niveau de performance. Elle peut aussi être appelée évaluation certificative quand il y a à la clé la délivrance d'un diplôme ou d'un concours, par exemple, la réussite d'un concours. Voilà. Donc, cette évaluation sommative là, qui vise à classer, à comparer les personnes entre elles, à mettre un niveau ou à délivrer un diplôme, ce ne sont pas les formes d'évaluation qui fonctionnent en ce moment, mais on est bien plutôt dans l'évaluation formative qui a pour fonction d'améliorer l'apprentissage en modifiant la situation ou le rythme d'une progression pour apporter s'il y a lieu des améliorations ou des correctifs appropriés. L'évaluation formative a avant tout un enjeu pédagogique, une fonction pédagogique. L'élève peut ainsi mesurer son parcours. Il peut mesurer le chemin parcouru et aussi celui qui lui reste à parcourir. Voilà. Dans l'évaluation formative, il faut rappeler aussi que l'erreur est toujours positive, qu'elle fait partie de l'acte d'apprendre. Elle peut être analysée et traitée dans une approche différenciée. Donc, l'évaluation formative permet à l'élève de prendre conscience des stratégies qu'il utilise, à porter une réflexion critique sur sa façon d'apprendre. Et c'est aussi, et c'est important, un temps de mise en confiance de l'élève. C'est ce dont il a besoin pour poursuivre ses apprentissages. Un élève qui n'est pas en confiance, que ce soit dans la classe ou aujourd'hui à la maison, ne pourra pas apprendre. Et recevoir, si on est dans une évaluation sommative, recevoir une mauvaise note sans pouvoir demander forcément des explications à distance, c'est très, très difficile à vivre pour les élèves aujourd'hui. Voilà.
Donc pour cela, pour aller vers une évaluation qui serait plus axée sur l'évaluation formative, nous pouvons proposer aux élèves différentes façons d'évaluer. Alors, je commencerai par des questionnaires autodiagnostiques qui permettent à l'élève de dire à peu près un petit peu où il en est. Alors, vous avez vu circuler certainement à ce questionnaire-là pour aider à organiser le travail à la maison. C'est un questionnaire autodiagnostique ou d'auto-évaluation parce que quand on est en période de confinement, nous n'évaluons pas seulement les savoirs scolaires, mais bien aussi la façon d'être, l'attitude face au travail, pour pouvoir conseiller l'élève avec de la méthodologie adaptée pour qu'il puisse continuer à travailler, à bien apprendre de la maison. C'est aussi des questionnaires qui nous aident à connaître le jeune et qui vont nous permettre, au retour à l'école, de voir un petit peu comment ils auront travaillé hors la classe. On peut aussi proposer aux élèves des échelles descriptives. Béatrice ? Oui, alors je prends du coup la main un petit peu sur la présentation. Alors, voilà, hop, c'est bon, diapo. On y va là à partir de la diapositive actuelle. Alors, je vais revenir rapidement pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien les échelles descriptives. Donc, une échelle comporte en général 4 niveaux. Et une échelle est formulée en termes d'objectifs atteints, sous forme de phrases affirmatives, plutôt qui s'appuient sur des réussites, plutôt qu'en objectifs non réalisés. On va souligner ce que l'élève sait faire plutôt que ce qu'il ne sait pas faire. Et donc, comme une échelle est plutôt à destination des élèves, elle doit être claire et brève, environ 25 mots, afin que les élèves puissent s'en emparer facilement. Il est vrai que quand on corrige, par exemple, je pense aux corrections des DNB, on a des grilles descriptives, mais qui sont plus pour l'enseignant. Là, il faut vraiment penser aux élèves. Alors, des exemples, voilà, un exemple lors d'un projet interdisciplinaire sur, par exemple, coopérer, donc avec 4 niveaux et le descripteur à chaque fois. Sur s'organiser et planifier, j'ai repris ça parce que ça peut être justement en temps de confinement, ça peut être une compétence qui peut être intéressante à l'élève d'observer. Hein, est-ce qu'il est très autonome? Est-ce qu'il sait s'organiser? Est-ce qu'il sait planifier son travail chaque jour, dans la semaine? Est-ce qu'il est efficace, etc. Puis même ici, il y avait aussi cette compétence outil de communication et d'expression. On sait bien que là, en période de confinement, les élèves, ils communiquent différemment, ils s'expriment à l'écrit, à l'oral. Il peut aussi prendre le temps de voir où il en est, puisque on va le voir juste après. L'élève peut être amené à s'auto-évaluer pendant ses plans de travail, bien sûr. Alors pour nous, quand on écrit les échelles, il faut bien avoir en tête les 4 niveaux. On les appelle comme on veut, niveau 1, 2, 3 ou 4, ou bien dans les instructions officielles, c'est niveau insuffisant, fragile, satisfaisant, très bonne maîtrise. Ça, c'est ce qu'on va retrouver par exemple pour les niveaux du DNB. Et puis après, selon les établissements, il y a des mots différents qui apparaissent, comme par exemple débutant, débrouillard, confirmé, expert. Alors, le niveau justement 4, c'est vraiment l'élève où tous les attendus sont respectés, il peut aller plus loin que ce qui est demandé. Bon, cette fiche-là, je ne vais pas toute la lire, toute la détailler, on la mettra sûrement sur le blog. En tout cas, la différence entre le niveau 3 et le niveau 4, c'est qu'ici, il fait des erreurs, l'élève, mais des erreurs mineures, qu'il a des réussites fréquentes, qu'il a besoin d'un petit accompagnement, qu'il sait mobiliser ses acquis. Vous voyez, il est d'un niveau confirmé. Un niveau de débrouillard, là, ça commence, c'est des erreurs qui sont majeures et qu'il a besoin d'un fort accompagnement. Alors, on distingue bien accompagnement de compensation. Compensation par un AESH, par exemple, pour arriver à accéder facilement à l'apprentissage, c'est normal
que cet fort accompagnement ne soit pas intégré, je veux dire, c'est pas parce qu'il est fortement accompagné pour accéder à l'apprentissage qu'il sera forcément débrouillard. Si malgré grâce justement aux accompagnements, ben, il comprend, il peut arriver au niveau 3 ou au niveau 4. Et quelqu'un qui est au premier niveau, eh bien, soit il y a des lacunes importantes, il a vraiment besoin d'aide majeure. Malheureusement, il est en rare réussite. Il réussit dans des tâches plutôt simples ou des travaux guidés. Bon, c'est pour avoir une idée. Quand on a l'habitude de travailler avec les échelles, on s'y fait très, très vite, en fait. On voit tout de suite à quel niveau se situe l'élève sur, que ce soit sur un plan de compétences transversales ou plus disciplinaires. Alors, on a d'autres possibilités aussi, c'est de valider un certain nombre de critères de réussite précis. Par exemple, là, j'ai pris volontairement s'exprimer à l'oral. On peut être amené à distance à faire des petites évaluations à l'oral, en webcam par exemple. Là, on met par exemple 4 critères de réussite. Ben, je regarde l'auditoire, je parle assez fort, je parle distinctement et j'utilise un vocabulaire précis et spécifique. Et si on regarde, l'élève peut s'auto-évaluer, il valide 1, 2, 3 ou 4 critères de réussite et en fonction, il peut donc se situer au niveau 1, 2, 3 ou 4 justement. C'est proposé, ça aussi, là c'est pas très net, c'est Madame Jégu, là, début mars, qui donnait ce genre de… Madame Jégu étant l'inspectrice de physique-chimie. Voilà, pour les corrections, par exemple, du bac au niveau de l'enseignement scientifique, eh bien, voici une grille, là, plus pour les profs, mais qui mêle un petit peu l'échelle descriptive avec des indicateurs de réussite. Vous voyez, par exemple, ici, pour avoir un A, là, c'est A, eh bien, 4 ou 5 indicateurs qui sont indiqués là. Parfois, les échelles descriptives sont un petit peu compliquées, c'est plus facile de passer par des indicateurs de réussite. Alors, quel est l'avantage des échelles descriptives? Eh ben, elles sont précises, objectives, elles mettent en avant les réussites, elles se basent sur des observations, elles permettent une auto-évaluation de l'élève, une co-évaluation entre élèves même à distance, elles permettent de se responsabiliser, de gagner en autonomie. Elles permettent aux élèves de progresser parce qu'en fait, ils savent ce qu'on attend de lui dans les échelles descriptives. On voit bien que quand on lit avec les élèves le niveau 4, par exemple, eh ben, il a les clés pour s'améliorer. Il sait ce qu'on attend de lui. C'est intéressant aussi quand on est en projet interdisciplinaire de clarifier à l'équipe pédagogique ce qui est attendu de l'élève et aux parents ce qui est attendu de leur enfant. Les échelles peuvent être intégrées dans un plan de travail. Là, je vous montre un exemple en art plastique. Alors, je peux la nommer, ma collègue Delphine Bréant à Plescat, qui, par exemple, là, vous voyez ou pas? Vous pouvez me dire? Oui? Quelqu'un peut me dire si c'est bon, ça a basculé? Oui, Ça a basculé, oui, c'est on bon. voit. Ok. Alors là, par exemple, elle a proposé un travail qui s'appelait la trouvaille avec différentes étapes. Et à chaque étape, eh bien, il y a une petite grille, vous voyez là, d'évaluation intégrée. Donc, l'élève peut en fait peut s'auto-évaluer et ça lui permet vraiment de savoir où il en est, de savoir s'il a bien fait son travail. Voilà. Quand et comment utiliser? Eh bien, justement, parler d'évaluation diagnostique. Ben, ça peut être lors des évaluations diagnostiques, lors d'une auto-évaluation en fin d'activité sous forme de va voir où il en est au niveau de ses compétences, ou bien pour former des groupes de niveau, même à distance. Hein. Bon, après, j'ai gardé quand même pour mettre en place de l'aide personnalisée par la suite, pour faire des contrats de réussite pour les élèves éventuellement, ils se donnent des contrats décrits sur des échelles descriptives. Donc, tout ça, c'est possible. Voilà. Quelques ressources. Où trouver des ressources pour construire les échelles? On en trouve sur EduSchool. Il y a dans les ressources d'accompagnement à l'évaluation, dans les différentes disciplines, on trouve vraiment pas mal d'échelles descriptives. Le livrescolaire.fr en propose aussi au début, dans les premières pages. Sur le site de la DDEC, on a plusieurs ressources d'éducation. Voilà, dans les ressources d'éducation, pardon, on a plusieurs ressources. Voilà, concernant les échelles, rapidement.
Merci beaucoup, Béatrice. J'ai mis dans le chat en lien la page du site de la DDEC sur laquelle on retrouve toutes ces explications et ces exemples. Logan? Oui. Alors, pour moi, rapidement, je voulais vous parler de 2 autres formes d'évaluation, mais ça va vous parler, puisque c'est dans la suite logique de ce que vient de dire Béatrice. Alors, attendez, je partage mon écran. Hop, ici, si vous pouvez juste me confirmer que l'écran est partagé, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ouais. Donc 2 autres formes dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui sont Béatrice vient de nous montrer les échelles descriptives et moi j'ai 2 exemples. La première c'est quelque chose qu'on appelle les ceintures de compétences dont vous avez peut-être, déjà entendu parler, qui est quelque chose qui date pas d'hier parce que, de mémoire ça date des années 70 et de la pédagogie, qu'on appelle la pédagogie institutionnelle, mais qui a été, remise au goût du jour par l'utilisation notamment du numérique qui permet d'attester ou d'utiliser assez facilement ce genre de tableau. Les ceintures de compétences, c'est un système qui utilise, vous voyez, une métaphore de judo, là, qui a d'intéressant une notion de palier qu'on atteint et pour lequel on ne peut pas revenir en arrière, voilà, comme les ceintures au judo. Je ne suis pas spécialiste du judo, mais de ce système-là, là, je comprends le principe. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. Donc, on va attester d'une maîtrise d'un domaine. Alors, il faut le cibler à l'avance. Là, j'ai pris un exemple, je vais vous mettre le lien dans le chat, qui est en langue vivante, 2 enseignants en langue vivante qui s'appuient sur un référentiel de cette discipline-là et qui l'ont adapté au système de ceinture. Voilà, on atteste à une date précise, vous voyez, d'une maîtrise, et vous retrouvez un système d'échelle comme Béatrice a présenté tout à l'heure, voilà, avec des indicateurs qui permettent d'attester d'un niveau. Ce qu'il a d'intéressant, ce système-là, c'est qu'il peut être utilisé par l'enseignant, mais aussi par l'élève. Voilà, c'est le principe des ceintures judo où on demande un niveau. On peut en retrouver dans plusieurs disciplines. Là, j'avais un autre exemple sous forme de tableau qui était en orthographe. Je vais vous mettre les liens tout à l'heure. Et puis un deuxième système pour aller vite, parce que c'est vraiment des formes qui diffèrent. C'est un système de badge, voilà, un badge qui permet d'attester là aussi d'un niveau, des badges numériques. On peut en retrouver dans plusieurs disciplines là aussi. Vous voyez, on retrouve les compétences, interpréter, argumenter, lire des documents. À nous, après, de les adapter à nos différentes disciplines. Le principe du badge, il a pareil un double emploi, soit côté enseignant, soit côté élève. Voilà, on peut demander ou attester soi-même d'un badge, d'une maîtrise, d'une compétence. Et le système de badge, là où on le retrouve, et qu'il a un intérêt, c'est aussi qu'on l'atteste dans une communauté. Voilà, on peut le trouver dans une classe, par exemple. Il y a de la coévaluation, c'est-à-dire qu'un ensemble, un groupe de classe peut attester que tel ou tel élève a prouvé qu'il maîtrisait telle ou telle compétence. Donc, je vais vous mettre des exemples et notamment une petite vidéo où vous voyez, si j'ai basculé sur le formulaire, c'est que ce système de badge peut être utilisé par demande de badge. Voilà, c'est-à-dire qu'un élève va demander ou va montrer qu'il atteste de telle ou telle compétence pendant un processus. Donc là, sur quelques mois, par exemple, qui est notre situation là qui est vécue, eh ben, on peut utiliser ce système soit de ceinture, soit de badge pour proposer aux élèves d'attester par un système de portfolio, par exemple, d'attester par des productions déposées d'une maîtrise de telle ou telle compétence. Voilà, hop, j'arrête juste mon partage d'écran en revenant dans Teams. Hop là, c'est bon. Ouais, juste pour terminer là-dessus, pour dire que là, on propose des systèmes qui sont avec des échelles préétablies, que ce soit les échelles descriptives, les badges ou les ceintures de compétences. Mais tout à l'heure, on pourra vous montrer aussi d'autres systèmes qui sont des retours élèves ou des retours entre élèves avec pas forcément une échelle préétablie à l'avance. Voilà, c'est des choix à faire. L'échelle préétablie à l'avance, elle peut avoir aussi l'inconvénient, selon comment on l'utilise, de la note, c'est-à-dire du subjectif et puis du biais par principe, une échelle, on peut se retrouver entre les barreaux. Donc voilà, on pourra tout à l'heure aussi évoquer ensemble des systèmes où on n'utilise pas d'échelle préétablie à l'avance, mais simplement des retours entre élèves ou entre profs-élèves sur des productions. Merci beaucoup, Logan. Effectivement, on va essayer de vous présenter là des exemples de formes d'évaluation que l'on peut là maintenant mettre en œuvre pendant cette période-ci. Par exemple,
Évidemment, on peut continuer à faire de l'évaluation classique, mais l'important en ce moment, quand on leur donne des activités à faire et surtout à faire un retour à l'enseignant, c'est que l'élève puisse avoir un feedback assez précis et assez rapide pour bien savoir son erreur et puis pouvoir progresser et ne pas être trop dans l'attente. Jacques, si tu peux nous présenter ce que tu proposes, toi, à tes élèves en technologie. Oui, je vous partage l'écran aussi. Hop. C'est bon, vous l'avez l'écran là? Oui, ça marche. Ok, donc l'idée, moi, c'est de demander à mes élèves de produire un certain nombre de choses et je travaille énormément en commentaire avec eux. Donc, c'est l'outil qu'on utilise au collège qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire quand un élève me rend un travail, je vais pouvoir communiquer avec lui en lui mettant simplement un commentaire. Voilà, ici, je mets c'est un bon travail, mais je lui dis il manque encore une fonction sur la locomotive. Du coup, l'élève peut me rendre, même si on voit que là, c'est sans doute la maman qui a répondu. Hein. Est-ce qu'il a juste besoin de corriger ou est-ce qu'il faut faire un nouvel objet? Alors, je réponds juste faire une correction, et puis les autres choses sont facultatifs. Et puis une convention entre mes élèves et moi, c'est que le dernier commentaire là sur ce travail-là, c'est OK. Et quand je mets OK, ils savent que le travail est terminé, qu'on peut passer à autre chose. Donc c'est un retour extrêmement rapide et qui permet tout de suite à l'élève de savoir s'il est sur la bonne voie ou pas. Donc voilà, juste pour ça, hein, j'utilise ça avec tous mes élèves, toutes mes classes, avec des choses qui peuvent être très rapides quand le travail est bon. Je mets juste un OK. Et puis de temps en temps, c'est beaucoup plus long parce que il faut donner beaucoup plus d'explications, encourager, aller plus loin, chercher, etc., etc. Merci Jacques. Donc l'importance là dans cette période, effectivement, hein, du retour, du feedback de l'élève. On peut utiliser d'autres formes évidemment hein, d'évaluation aussi, comme l'évaluation par les pairs, la co-évaluation. Logan, est-ce que tu peux nous montrer également tes pratiques de classe? Ouais, alors je repartage mon écran et je vais, pour ceux qui étaient là, alors, attendez, hop, voilà, c'est là. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vais réutiliser un exemple que j'avais montré qui était une utilisation de Padlet. On avait parlé des outils numériques et Padlet a cela d'intéressant. Vous voyez mon écran là? J'ai Oui. toujours un doute sur le fait que ça partage. Si, c'est bon. Et du coup, je vous avais montré une activité qui allait démarrer ou utilisation de Padlet pour de la coécriture de texte ou de chansons en l'occurrence, mais ça pourrait être pour n'importe quel type de production. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Padlet, c'est un double intérêt pour moi dans de la coévaluation, là, c'est qu'il y a un système de cœurs, là, vous voyez les petits cœurs qui sont mis, qui rappellent un peu un principe de réseaux sociaux. Donc on peut, dans le sens cœur, c'est-à-dire choisir ou voter pour telle ou telle proposition. Ça peut être utile quand il faut choisir parmi des propositions. Ici, c'est par exemple des couplets. Voilà, il faut choisir parmi des couplets proposés par des élèves. Et puis en même temps, un système de commentaires en dessous. Alors vous voyez en anonyme, parce que du coup, moi, je ne demande pas à mes élèves de s'identifier, d'avoir de compte sur Padlet, mais on peut venir ajouter des commentaires. Le prof, d'ailleurs, peut participer aussi et réagir. Alors ça, c'est intéressant pour ce double système-là. À la fois, on vote et puis on fait préciser des choses. Vous voyez ici, par exemple, il faut réécrire certaines phrases. Ben, les élèves peuvent venir refaire des propositions. Alors ce système de cœur là dans Padlet, on peut le changer si on trouve que ça rappelle trop Facebook ou réseaux sociaux. Il y a plusieurs, je vous le montre à droite là dans les réglages. Il y a plusieurs systèmes de réaction. Vous voyez un système ici, c'est le Padlet appelle like, un système de vote aussi, qui est en positif ou négatif, d'étoiles où on note de 1 à 5 et puis de notes, voilà, donc on peut ou aucune. Hein, on peut choisir l'échelle là aussi de gradation qui nous paraît intéressante, mais alors les likes et aussi les commentaires qui moi me paraissent intéressants pour que ça soit pas juste j'aime ou j'aime pas, mais vous voyez venir préciser ce qui nous paraît réussi ou pas ou ce qui nous paraît à refaire quoi. Donc ça on peut le retrouver dans Padlet, mais aussi on s'était cité la semaine dernière les outils, mais dans d'autres outils d'élaboration collective, là, des documents partagés ou autres, on peut mettre en place un système de commentaires ou de réactions. Voilà. Et pour faire suite à ce que tu dis, Logan, effectivement, là, c'est de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'évaluation par les pairs. Les uns et les autres vont venir questionner, vont venir du coup regarder, questionner, évaluer. Et puis, on a aussi une forme d'évaluation
qui est dite aujourd'hui l'évaluation sociale, lorsque c'est hors les murs. Vous êtes assez nombreux à avoir proposé des défis à vos élèves. Ici, par exemple, j'ai pris l'exemple du lycée du Paraclet avec si je démarre le diaporama, peut-être un peu plus grand, voilà, avec cette spécificité qu'ils ont des bacs pro boulangerie-pâtisserie, et ils ont proposé un challenge pour réaliser un dessert de chez eux et de poster les photos. Alors évidemment, l'évaluation au niveau du goût ne sera pas là, mais au niveau de la présentation, voilà, ça peut se faire. Et donc, c'est publié sur leur page Facebook. Donc, on peut déjà voir le nombre de personnes qui aiment, les commentaires, et ensuite, sous chaque photo, de la même façon que ce que Logan a montré, hein, donc le nombre d'interactions qu'il peut y avoir hein, sur les j'aime, les cœurs ou les j'aime pas éventuellement, voilà, et les commentaires éventuels qui se rajoutent. Donc, tout ça aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'évaluation sociale, et ça fait également partie des formes d'évaluation que les élèves connaissent bien en utilisant les réseaux sociaux, mais qui peut aussi donner de la valeur hors les murs, c'est-à-dire pas uniquement entre le prof et sa classe, mais bien une valeur beaucoup plus grande puisqu'elle va toucher beaucoup plus de personnes à pouvoir évaluer. Voilà. Et puis, il y a également ce qu'on appelle l'auto-évaluation, évidemment. Alors, ce sont des formes que vous pouvez proposer facilement à vos élèves. Et pour cela, plutôt que de vous présenter là, de l'auto-évaluation, comme on aurait pu le faire en animation si on vous avait vu, on va vous proposer un petit outil d'auto-évaluation, un petit test d'auto-évaluation pour voir si vous nous avez bien écouté depuis le début. Voilà. Non, mais c'est juste pour essayer de tester aussi des outils pour vous. Alors, pour cela, j'ai partagé dans le chat le lien vers un Genially. Là, vous avez le lien dans le 15h08. J'espère que tout le monde peut avoir accès à la conversation, au chat. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez ouvrir le lien vers le Genially, vers celui-ci, et vous allez pouvoir commencer à vous auto-évaluer. Et on va vous laisser 5 minutes pour pouvoir vous auto-évaluer. Voilà. On se retrouve dans 5 minutes. Si vous avez des soucis pour accéder, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Alors, juste au-dessus de ton message, Isabelle. Est-ce que vous pouvez me dire si ça marche? Ça fonctionne? Alors, normalement, ça fonctionne, quel que soit le navigateur.
Merci Pascal, ça nous donne une indication, voir un petit peu où vous en êtes, hein, si vous avez terminé. Merci Elodie. Parfait. Donc on va peut-être pouvoir reprendre si vous avez eu le temps de terminer. Donc là, un intérêt de vous faire pratiquer, c'était d'une part montrer que lorsqu'on est en webinaire ou en visio, on peut aussi faire des activités aux participants et pas forcément être uniquement dans un message descendant, ce qu'on n'aime pas en général en animation. Et puis, c'était aussi vous faire tester des outils. Donc ici, l'outil Geniali, avec une insertion d'un outil Learning Apps dans l'outil. Donc, je vais tout de suite vous partager les tutos qui sont sur notre blog, hein, où vous retrouvez tous les tutos, pour utiliser ces deux outils-là qui sont très pratiques pour proposer des choses aux élèves. Donc, le premier, je vais vous mettre, c'est Geniali, où on trouve sur Geniali aussi beaucoup d'escape games, et en ce moment, voilà, ils s'en créent énormément. Et également, donc, l'outil Learning Apps qui peut s'intégrer, que ce soit dans des pages WordPress ou bien dans des Geniali comme ça. Donc vraiment, bon, l'intérêt, c'était surtout de vous faire, de vous proposer ces petits moments de test d'outils pour que vous puissiez les réutiliser peut-être dans la pratique ensuite avec les élèves. Et on va passer à la partie suivante, hein, sur quels travaux est-ce qu'on peut évaluer en cette période. Donc, quels travaux? Finalement, tous les travaux, toutes les activités qui sont proposées à l'élève et dont vous lui faites une demande de retour. Tous les travaux, enfin, toutes les activités que vous leur proposez ne nécessitent pas forcément un retour vers vous. Mais par contre, si vous demandez un retour, ça mérite un feedback, une évaluation. Même si tout le monde n'a pas répondu, vous n'avez peut-être pas toute la classe, même si ce sont des petits retours, c'est juste une question d'explicitation ou une question qui demande un petit développement sur quelle stratégie il a mis en place pour réussir l'activité, par exemple. Tous ces petits retours-là sont des indicateurs pour vous que l'élève est présent, que l'élève s'implique, et donc il faut pouvoir les retrouver, noter pour vous tous ces petits retours-là qui vont être importants pour voir un peu la façon de continuer un petit peu cet enseignement à distance là dans cette période. Voilà. Et puis évidemment, en fonction de ce que l'on souhaite évaluer, on va s'adapter à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. On va demander plutôt des tâches complexes plutôt que de simples retours de connaissances où ils auront à faire du copier-coller, par exemple, du cours. Il ne s'agit vraiment pas de contrôler la mémoire des élèves. Hein. Il s'agit vraiment de contrôler des compétences plus complexes, des compétences d'analyse, de synthèse, de lecture, de recherche documentaire, également des compétences créatives, évidemment, des compétences collaboratives. Hein. N'oublions pas que pour qu'ils aient vraiment le sentiment d'appartenance au groupe et à la classe, hein, il faut pouvoir aussi leur proposer des activités où ils vont collaborer, continuer à coopérer, ce qu'ils font habituellement en classe et qu'ils ne peuvent plus trop faire là maintenant. Comment est-ce qu'on va mettre tout ça en œuvre? Donc pour ça, on peut proposer différents retours de production, de réalisation. Alors Jacques, par exemple, au niveau des productions numériques, est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns? Oui, j'y suis, partage d'écran. Voilà, donc quelques outils que mes élèves utilisent là à l'heure actuelle. Donc des applications toutes simples, pic-collage, que certains d'entre vous connaissent probablement, hein, que on peut trouver sur tablette ou que l'on va aussi trouver. Ils ont aussi un site en ligne.
Là, je demande à mes élèves de faire l'analyse d'un film, en fait, hein, d'une petite vidéo, et puis de me donner 2 ou 3 messages sur l'importance de protéger son audition. Donc, en voyant le retour, là, je peux savoir déjà si l'élève m'envoie les bons messages, donc si l'analyse du film a été faite correctement. Autre chose, encore sur de la production infographique, on va dire, un site Canva, donc facile aussi à prendre en main et qui a été pris en main très rapidement par les élèves. Donc on est sur la même idée. Cette fois-ci, c'est de l'analyse de documents. Je leur produis des documents je leur donne des documents sur le recyclage des piles et je leur demande de me proposer une infographie qui permet de retirer 2 ou 3 messages importants. Alors là, un travail beaucoup plus abouti, Adobe Spark, hein, où là on est sur un travail qui a dû être fait en plusieurs étapes. Par contre, j'arrive pas à lancer le film à l'intérieur si, ça y est, voilà. Donc là, c'est carrément un film que l'élève a dû réaliser. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son du commentaire de l'élève ou pas, ou s'il n'y a que ma voix qui passe. Vous entendez une musique en fond ou pas? Non, mais la vidéo vient de se lancer. D'accord. Enfin, l'idée, hein, c'est que là, on est sur un travail vraiment tâche complexe, hein, puisqu'il y a un mélange de texte, son, image, commentaire oral réalisé par l'élève. Et enfin, autre chose, là aussi, c'est une tâche complexe, puisque je demande aux élèves, suite à toute une démarche de projet, de me proposer un produit. Donc, on est sur une première étape sous la forme d'un croquis. Donc là, le croquis est tout simplement réalisé sur papier, et l'élève fait une photo et m'envoie la photo. Voilà, quelques pistes, infographie, réalisation de films, et puis pourquoi pas du dessin, tout simplement. Merci Jacques pour ces exemples. On peut aussi leur demander des productions audio. On va penser particulièrement aux langues vivantes ou à l'oral. Logan, peut-être, est-ce que tu as des... Ouais, alors je vous mets 2 liens du coup dans le chat aussi. C'est les catégories de notre site, là, audio et vidéo. Juste en descendant un peu, les premiers articles sont vraiment spécifiques confinement, mais en descendant un peu, vous avez des exemples d'applications qu'on peut utiliser. Pour ça, hop, donc, j'ai mis 2 liens successifs, là, audio et vidéo. Et voilà, oui, Jacques en a cité quelques-uns, mais Adobe Spark, tu as cité Piccollage ou Canva. Voilà, il y a tout simplement aussi, je me dis, l'appareil photo ou la caméra des smartphones ou le dictaphone. Voilà, des outils très simples et accessibles. Accessibles dans le sens où on peut être à peu près sûr que peu importe le matériel, les élèves, peu importe la marque du téléphone ou autre, les élèves puissent s'en servir. Et je me dis que ça peut être bien de combiner aussi ces choses-là, c'est-à-dire de ne pas imposer telle appli pour telle réalisation, parce que là, on prend le risque que les élèves puissent pas l'avoir. Mais peut-être qu'on peut proposer des choses larges, voilà, donner des exemples, par exemple, soit un truc un diaporama qui utilise Adobe Spark, ou soit un enregistrement audio, ou soit de l'écrit. Voilà, proposer comme ça 2, 3 et mettre 3 petits points. Modalités possibles de rendu, comme ça on est à peu près sûr que ça soit accessible et techniquement aux élèves avec le matériel qu'ils ont à la maison et aussi accessible pédagogiquement, c'est-à-dire que les élèves peuvent s'en saisir d'une manière ou d'une autre. Voilà, ceux qui sont plus à l'aise avec l'écrit ou avec l'oral ou avec la vidéo vont prendre l'une ou l'autre des possibilités. Très bien. Des projets, ça peut être aussi des projets qu'on va leur proposer qui vont être des projets interdisciplinaires. Oui, ouais. Alors, Jacques et Logan viennent de présenter des outils. Je crois que tu nous as bien dit, Jacques, que même les élèves, en fait, s'adaptent aux outils avec un tuto, que même s'ils n'ont pas été initiés, on va dire, en cours au préalable, ils sont capables, comme nous, on a été capables, finalement, cette période de confinement, de s'adapter à des nouveaux outils. Alors, en projet interdisciplinaire, c'est vrai que, je crois, hein, Jacques, tu confirmes ce que... Ah oui, tout à fait. Hein, les outils que je vous ai présentés, je pense à Canva en particulier, c'est un outil que je n'avais jamais utilisé avant le confinement. J'avais prévu de l'utiliser, mais je n'ai pas eu le temps. Je leur dis, tant pis, je laisse et j'ai très peu de problèmes. J'ai 3 ou 4 élèves par groupe qui me disent, j'arrive pas à partager, normal, mais globalement, non, il n'y a pas de souci. Hein.
C'est pour ça que je pense que les outils ne doivent pas être un frein pour nous ni pour nos élèves. Et on pourrait aussi imaginer en cette période, il faut bien se dire qu'on n'est pas encore sorti du confinement. On a parlé de la date du 11 mai au mieux, mais même si on reprend que 8-15 jours après, on ne sait pas. Eh bien, il va falloir quand même garder une motivation chez les élèves. Et pourquoi pas remettre au goût du jour ce qu'on a tous oublié un petit peu, les EPI. On a des petits EPI qui peuvent être très sympas. Là, j'en ai trouvé par exemple en lien avec la physique, c'est présenter un métier lié au développement durable, un lien entre physique, SVT, français, arts plastiques. Et là, on pourrait imaginer utiliser des outils numériques ou pas que vous venez de proposer. Et en plus, on est dans le parcours de l'élève et toujours la découverte des métiers. On peut cumuler tout ça. Ou bien raconter la conquête de la Lune, par exemple, en faisant réaliser un petit enregistrement audio sous forme d'un documentaire scientifique. Et là, on aurait physique-chimie, français, arts plastiques, EMC aussi. Ça peut être vraiment intéressant et motivant pour les élèves à cette époque-ci de sortir nous aussi de nos matières sans que ça nous demande beaucoup plus de travail en fait. Voilà. Et là, on imagine bien, évidemment, une grille pour, si on veut faire l'évaluation entre collègues, eh bien, de se mettre d'accord sur une grille entre plusieurs profs. Et voilà l'intérêt des grilles descriptives, par exemple. Et donc, pour cela, il faut utiliser certains outils qui sont des outils aussi numériques. Béatrice, est-ce que tu peux continuer en proposant et en montrant un peu comment tu te sers, toi, de Google Forms avec tes élèves? Oui, alors du coup, je reprends. Vous me dites quand vous voyez… Oui, ça fonctionne. C'est bon? Alors, comment j'utilise? Alors, moi, j'utilise dans mes plans de travail toujours, par exemple, là, pourquoi la Lune n'a-t-elle pas toujours le même aspect? Il y a une évaluation qui arrive quand ils le souhaitent, quand ils sont prêts. Là, je mets 2-3 jours pour le faire. Et donc, là, c'était pendant le confinement, par exemple, mais il faut savoir que je le pratique comme ça toute l'année quand même. Donc là, vous voyez, par exemple, la Lune tourne autour de la Terre, on parle de rotation et de révolution. Et quand je prépare ça, je prépare un petit corrigé, un commentaire en cas de bonne réponse et en cas de mauvaise réponse. Et donc, comme ça, pour les différentes questions, on peut rajouter des photos, on peut rajouter des vidéos, même dans les corrigés, on peut rajouter des vidéos. On arrive à des résultats, je reviens maintenant aux réponses. Et les réponses, on a ici à droite une feuille de calcul qu'on peut créer où là, on a les réponses individuelles de chaque élève. Mais ce qui est vraiment aussi très intéressant, c'est d'aller voir les statistiques pour chaque question. Visiblement, là, pendant le confinement, ils ont vu ça tout seuls, mais la Lune tourne autour de la Terre, on parle de rotation, de révolution. Vous voyez, il y a 22 réponses correctes sur 39. Donc, rotation, révolution, ce n'est pas du tout clair pour eux. Et on peut, en fait, les avantages de cette pratique Google Forms, c'est que c'est accessible au plus grand nombre. Parce que c'est vrai qu'en le faisant depuis le début de l'année, j'appréhendais un petit peu. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont dire les parents? Je pensais, parce qu'il n'y a pas de trace écrite. Et en fait, les élèves, ils sont ravis. Tous ceux qui ont par exemple, des besoins éducatifs particuliers, qui ont du mal à accéder à l'écrit, eh bien, eux, ils sont vraiment ravis. Et tous, ils sont ravis parce qu'on a des supports qui sont en couleur, parce qu'on a justement un résultat qui est immédiat pour les élèves. Ils ont leurs notes. Ils ont une correction individuelle, puisque je mets des petits commentaires à chaque question. Et ensuite, on peut faire l'analyse des erreurs du groupe très rapidement et une remédiation immédiate. Et donc, en fait, c'est hyper efficace. On est vraiment dans le formatif. Et à distance, eh ben, on peut continuer à le faire, bien sûr. Voilà un exemple. Merci beaucoup. Donc ici, Béatrice, tu utilises Google Forms et ça existe également sur les plateformes Office 365 avec Forms, ou bien il y a des QCM aussi intégrés à certains outils d'établissement style École Directe ou Pronote. Je ne sais pas si ça permet ce commentaire-là, quand la réponse est juste ou pas, qui est vraiment je dirais la plus-value là de ces outils, c'est de pouvoir avoir le retour et la rétroaction directement après la réponse, quoi.
Voilà. Il existe d'autres outils. Jacques va nous présenter maintenant certains autres, Tactiléo par exemple et Quizlet. Oui. Alors Tactiléo fait partie des BRNE, les banques de ressources nationales éducatives, là, qui ont été mises en place. Je n'ai pas partagé mon écran, je crois pas. Non, voilà. Partage, hop, bureau. C'est bon, on y est? Donc Tactiléo qui va permettre de mettre en place des activités sous toutes sortes de formes. L'avantage, c'est qu'on va trouver énormément de ressources là-dedans. Je vous montre juste ça, là, voir plus d'éléments. C'est juste les domaines qui sont couverts et le nombre de ressources que l'on peut trouver. Donc ça peut être un peu compliqué, rien qu'en mathématiques, là, 3575. Donc après, il faut filtrer par niveau, ça peut être par compétence, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration complète de Tactiléo. En fait, ça se joue en deux parties. Il y a une partie prof où je crée mes ressources, mes propres ressources. Là, si je vais dans les miennes ici, voilà, le temps que ça arrive. Voilà, je retrouvais les choses de technologie, un réseau informatique, le store automatique, la présentation du mini-robot, etc., etc. Donc des ressources que j'ai créées moi ou que j'ai trouvées, fait des choses qui ont déjà été réalisées par des collègues. Donc une fois que j'ai fait moi mon travail, je vais pouvoir proposer à mes élèves de se rendre sur un travail. Donc la manière dont ça se présente, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que ça prendrait tout l'après-midi, mais l'idée c'est que je vais pouvoir bâtir un parcours dans lequel je vais avoir différents types de médias. Donc là, des pages internet, ça peut être des films, de la vidéo, voilà. Et ensuite, ça va être des exercices c'est très comparable à Google Forms ou à Learning Apps, un certain nombre d'exercices. Donc les élèves vont suivre ce parcours-là. Donc vont regarder les documents, vont les lire, écouter, regarder les vidéos. Et ensuite, eux vont devoir se connecter. Donc là, ils n'ont pas besoin de compte, rien du tout. C'est juste un code que je leur donne. Ils mettent ici un pseudo et après, ils vont cliquer sur C'est parti. Et quand ils auront fini donc de visionner tout le parcours, ils auront fait les exercices, ils ont tout de suite un retour eux. Ils peuvent tout de suite voir, ah ok, c'est bon, là j'ai tout bon, là j'ai tout bon, ah là c'était pas terrible, j'ai fait que la moitié. Et côté prof, là aussi, moi je peux voir Marie, Yanis, Hugo, Kezia, je peux savoir où ils en sont. C'est-à-dire je vois l'avancée de leur travail et je vois ce qui a été réussi ou pas. Là, voilà, je peux voir déjà que sur la question 5, ça a l'air d'être plus compliqué, alors que sur la question 6, tout le monde réussit d'emblée. Donc voilà, donc Tactiléo, une belle ressource pour travailler dans cette situation-là. Tu m'as dit Quizlet aussi après. Alors, Quizlet, il faut juste que je le retrouve. Voilà, là j'ai été prendre un Quizlet d'anglais, 6e. L'idée là, on va dire, c'est de faire des cartes avec un recto verso, et ensuite on va pouvoir les proposer aux élèves. Le grand intérêt, je trouve, sur Quizlet, c'est la variété d'utilisation possible. C'est-à-dire une fois qu'on a fait les cartes, l'élève va pouvoir simplement, là je suis en situation d'élève, va pouvoir simplement regarder les cartes déjà. Donc vérifier, ok, ça, winter, d'accord, c'est bon, j'ai repéré, je peux passer à la suivante. Spring, d'accord, ok, je vois. Et je vais comme ça voir toutes mes cartes, les faire défiler, commencer à apprendre. Et après, je vais vérifier, ou bien, voilà, j'ai ici la possibilité d'apprendre. Donc le Quizlet va me le proposer sous différentes formes. Voilà, alors toujours un petit peu de temps, voilà, donc là je dois taper le mot directement, il me dit que c'est bon, je peux passer à autre chose. Hop. Ça va être surtout beaucoup de formes différentes. Retour, donc je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir écrire. Hop. La dictée, donc alors là pour les langues, pour le coup, ça va être vraiment intéressant parce que je vais avoir en plus un retour audio. Donc là, pas sûr si vous l'ayez, mais moi je l'ai dans mon casque là. Donc du coup, il me donne le mot en anglais, donc je peux maintenant le taper pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, et puis je passe un petit dernier rapidement, je ne vais pas vous les faire tous. Je viens ici sur voilà, associer.
commencer le jeu. Hop, voilà, bananas. Voilà. Hop, celui-là, je ne le trouve pas s'il est là-haut. Donc l'idée, c'est d'avoir un paquet de cartes, en fait, hein, cartes flashcards, mais qu'on va pouvoir manier de différentes manières. Donc ça permet vraiment aux élèves de répéter quelque chose. Donc là, l'idée, c'était d'avoir 15 mots de vocabulaire, je crois, et de les apprendre, hein, niveau 6e, apprendre son vocabulaire, mais de l'apprendre en étant actif et en manipulant les outils de différentes manières. Voilà, un petit mot, donc Tactiléo et Quizlet. Merci Jacques. Donc tous ces outils sont vraiment intéressants parce que ça permet un retour effectivement tout de suite dans l'apprentissage des élèves. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'attendre et ça permet aussi à l'enseignant de ne pas avoir beaucoup de choses à corriger. Et ce n'est pas l'objectif, mais de bien visualiser déjà qui est encore assidu, qui est encore avec nous, qui ne peut pas se connecter, et ça permet d'aller rechercher aussi pourquoi l'élève n'est pas en mesure de rendre, de répondre à des questions qu'on peut lui poser. Est-ce que c'est des problèmes de compréhension scolaire ou est-ce que c'est, comme on a dit en introduction, un problème de connexion, un problème de stress, un problème familial. Voilà, ça permet vraiment de voir un petit peu tout ça. Et puis, donc, d'avoir un retour rapide sur ce qui est fait par les élèves. Je crois que ça, c'est important. Et puis, il n'y a pas besoin forcément que ce soit de façon scolaire non plus. Logan, tu peux nous donner des exemples un peu différents? Tu n'as pas réactivé ton micro. Mince, pardon, excusez-moi. Ouais, C'est bon. alors, c'est plutôt pour moi, de manière scolaire, c'est-à-dire rendre des outils ou des productions habituelles scolaires. Je l'ai cité un peu tout à l'heure, mais c'est l'utilisation d'outils habituels type dictaphone, vidéo, caméra, voilà, sans forcément passer par des applications d'ailleurs, mais pour que ça soit accessible aux élèves, c'est-à-dire demander des retours à l'oral ou en vidéo. En utilisant des applications dont on est à peu près sûr que tout le monde les a. Voilà, le dictaphone ou l'appareil photo, on en a sur tous les téléphones, les smartphones. Voilà. Et un autre outil, alors si vraiment, parce que ça peut arriver aussi qu'il n'y ait pas d'outil mobile, smartphone ou tablette à la maison, je voulais vous parler d'un outil, je l'ai montré tout à l'heure, mais qui s'appelle Vocaroo. Je vais partager mon écran. Il est assez intéressant et puis on le voit arriver chez les enseignants pas mal parce qu'il peut être utilisé dans les deux sens. Alors, je partage l'écran et je vous le montre. Tac. Voilà. Vocaroo, c'est un petit outil dont moi je ne connais pas d'équivalent, donc je le vois utilisé de plus en plus chez les enseignants, qui permet d'enregistrer des retours à l'oral ou alors de demander aux élèves de déposer des productions orales, des petits enregistrements. Vous voyez que je suis sur l'écran, je suis sur le site, là, c'est un site en ligne, Vocaroo, utilisable depuis ordinateur par exemple. Je citais les exemples de familles ou d'élèves qui n'auraient pas de smartphone, donc c'est comme un dictaphone. Là, je suis en train de m'enregistrer. Vous voyez, je fais un enregistrement de quelques secondes. Ça peut être soit un élève qui est en train d'enregistrer un petit extrait à l'oral, soit un enseignant qui est en train de faire un retour à l'oral. Et si j'arrête, après, hop, tout simplement ici, on peut le partager, ce petit enregistrement qui dure 12 secondes ici, soit en utilisant le lien, donc un lien qu'on peut copier et déposer après dans une messagerie à destination des élèves, par exemple, ou alors utiliser un QR code ici, qui peut être scanné après. Donc, vous voyez, c'est un site qui permet de pas faire grand-chose, mais de l'essentiel pour de l'oral, c'est-à-dire enregistrer et après mettre à disposition l'enregistrement, en récupérant soit le lien, soit le QR code. Donc voilà, c'est assez efficace, je le disais, dans les deux sens, soit demander aux élèves des productions orales, soit pour l'enseignant, faire des retours à l'oral assez rapidement. On enregistre le retour, on récupère le lien et on transmet aux élèves. Je vous mets le lien du site. Ah, Marilyn, par contre, on t'entend plus. Merci.
Alors, Marielle, dans les questions, parlait également de PIX. C'est vrai que PIX, c'est un outil donc, de certification de l'évaluation de compétences numériques. Ça peut être l'occasion, le moment confiné, de tester ses compétences numériques avec PIX. Ce que nous montre cet outil qui est assez nouveau et qui va rentrer en force dans nos établissements, qui rentraient là en fin d'année et puis surtout l'année prochaine, puisque tous les élèves de 3e et de terminale devront passer cette certification. C'est un outil qui est construit exactement de la même façon, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de se tester, qui permet de répondre à un certain nombre de questions, tout en ayant toutes les ressources possibles pour trouver les réponses aux questions qui sont posées. C'est-à-dire qu'on peut très facilement aller sur Internet pour rechercher la réponse. Au contraire, c'est un peu le but. Et qui permet aussi tout de suite une rétroaction. C'est-à-dire que si on n'a pas bien répondu à la question, tout de suite, le logiciel va nous donner des pistes pour pouvoir approfondir les connaissances sur le domaine, sur le sujet, pour que la fois d'après, on soit en mesure de pouvoir repasser cette certification-là et ces niveaux. Donc, c'est peut-être l'occasion d'aller regarder un petit peu comment PIX fonctionne et de penser un peu toutes ces pages, que ce soit Quizlet, que ce soit avec Genially, que ce soit avec Tactileo ou autres exemples, ou bien les objets de quiz et de QCM, de façon à ce que ce soit vraiment des objets d'apprentissage plus que de mesure du niveau de connaissance ou de mémorisation de l'élève par rapport à des connaissances fournies, quoi. Voilà, je pense que vraiment, on peut aller faire un tour. Alors, on va faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, voilà, vous pouvez, si vous voulez, là, dans le chat, poser des questions ou des outils à nous communiquer. Et le temps que les questions arrivent, on va réagir par rapport à ce que Pascal et Hervé disent, mais c'est vrai que Vocaroo, c'est un des seuls outils qui permet de mettre de l'audio et donc des consignes, par exemple, données par l'enseignant dans plein d'autres outils. Pascal, tu dis dans Genially, mais aussi dans Learning Apps, par exemple. Voilà, que l'enseignant, qui n'est pas que de la consigne écrite, mais qu'on puisse enregistrer sa consigne aussi à l'oral et l'intégrer après. Tout à fait. N'oublions pas que des élèves qui sont en difficulté d'écriture habituellement dans les classes peuvent se retrouver en difficulté aujourd'hui parce qu'on leur donne beaucoup de supports écrits, enfin d'écriture et de lecture, et donc beaucoup de supports écrits, et que pour être explicite au niveau des consignes, par exemple, ne pas oublier non plus d'utiliser ces outils-là comme Vocaroo pour enregistrer les consignes, donner le plus possible d'explicitation comme ce que l'on ferait en classe habituellement. Alors, pour les badges, est-ce qu'il est possible d'avoir une validation numérique ou est-ce qu'il faut le faire soi-même? Pour l'instant, on n'a pas de communauté d'Open Badge pour nous, me semble, Logan, donc c'est plutôt à l'initiative soit d'une classe, soit d'un établissement. Ouais, c'est ça. Il y a des open badges, là, c'est mis en place dans des universités, par exemple, ou des grandes structures où il y a quelque chose qui se fait automatiquement. Du coup, je pense que pour nous, l'idée, c'est plutôt de s'en inspirer et de faire ce système-là maison, quoi. Autrement, dans des grandes organisations, en effet, ça peut se faire automatiquement, de la demande et puis de l'attribution de badges. Voilà. Nous, on est plutôt dans l'échelle d'une classe ou d'un établissement, pourquoi pas, si plusieurs enseignants sont intéressés. Mais un système d'open badge maison, quoi. Tout à fait. Ce que je trouvais intéressant par rapport au badge de compétences, c'était aussi de pouvoir valoriser, évaluer des compétences qu'on ne voit pas trop habituellement. La créativité, la curiosité, l'esprit d'initiative, les coopérations, qui peuvent du coup rentrer aussi dans cette évaluation, Logan, je pense, avec les badges. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, on va faire un point on reprendra d'autres questions à la fin, d'ici 20 minutes. Si vous en avez, n'hésitez pas à les noter là dans l'outil de chat. Donc, on va faire un point maintenant sur les diplômes et examens avec toi, Anne-Marie, s'il te plaît. D'accord.
Je rouvre, oui, effectivement. Alors, un petit point informatif, en sachant que, évidemment, tout n'est pas aujourd'hui, on va dire, bien encadré pour ce qui concerne les modalités. Un certain nombre d'inspecteurs est en lien avec des équipes, plus particulièrement pour tout ce qui concerne les lycées professionnels, les lycées technologiques, pour les bacs pro, bacs technologiques et aussi pour les BTS. Néanmoins, on a quand même des éléments de contour qui se sont précisés lorsque notre ministre de l'Éducation nationale a annoncé vendredi 3 avril le maintien des diplômes DNB, baccalauréat et BTS en 2020, mais dans des modalités différentes qui sont essentiellement basées sur le contrôle continu. Donc, les notes des 3 trimestres seront prises en compte, excepté toutes celles qui sont obtenues pendant la période de confinement. Donc, à la fois pour ne pas mettre un stress supplémentaire aux familles, aux élèves, mais aussi pour l'équité, hein, pour que effectivement que l'environnement familial ne soit pas une source d'inégalité. Donc, l'ensemble des notes des 3 trimestres, excepté celles obtenues pendant la période de confinement, mais d'autres éléments seront aussi pris en compte. Marilyn en a parlé tout à l'heure, moi-même aussi en introduction, c'est-à-dire tout ce qui concerne la progression de l'élève, les efforts qui pourront avoir été relevés par le conseil de classe qui aura lieu en fin d'année, l'assiduité des élèves, donc pour attribuer les notes définitives. Ça me paraît important et ça relie vraiment tout ce que l'on vient d'évoquer là sur l'évaluation, avec aussi l'obtention des diplômes. Hein, c'est comment, pendant cette période, on peut véritablement maintenir la motivation des élèves et puis leur permettre de mesurer leur progrès. Hein, donc, ça rentre vraiment en ligne de compte. Donc, pour ce qui concerne le DNB, un petit mot par rapport à des questions qui ont pu être remontées. Les élèves seront bien évalués sur la base du livret, donc des notes qu'ils auront obtenues, comme c'était déjà le cas pour 50% de la note finale du DNB jusqu'ici. Et donc, pour le DNB de cette année, ça prendra l'ensemble de la place. Hein, ce seront les notes obtenues dans chacune des disciplines. Et évidemment, la certification des compétences du socle commun. Donc, compétences du socle sur les 8 compétences que l'on connaît, hein, langage, méthode et outils, formation de la personne et de la citoyenneté, système naturel et technique, représentation du monde et activité humaine. Donc, on retrouve ça, bien sûr, fondé sur l'appréciation du conseil de classe du 3e trimestre. Donc, ça, c'est pour le DNB. Pour le bac général et technologique, il y a d'abord l'année de première. Donc, comme vous avez pu le voir, l'épreuve écrite n'est pas maintenue. Il sera basée sur les résultats obtenus de la même manière, 1er, 2e et 3e trimestre, hors la période de confinement. Et en revanche, l'épreuve orale, elle sera maintenue, aménagée, adaptée, mais sera maintenue en fin de période. Pour le bac général et technologique, les épreuves terminales seront elles aussi validées, donc annulées en tant qu'épreuve finale, hein, mais validées sur le fondement des résultats obtenus au cours du 1er, du 2e et du 3e trimestre, si on a une partie. Hein. Un jury d'examen délivré arrêtera les notes définitives à la lumière des notes obtenues pendant l'année de terminale. Il y aura des coefficients dans les différentes disciplines de chaque filière, ça reste identique à ce que l'on connaît. Et le jury tiendra compte aussi de l'ensemble des éléments dont on a parlé tout à l'heure, progression, efforts relevés par le conseil de classe, assiduité, pour attribuer cette note ou ces notes définitives. Donc, on voit bien l'importance quand même de cette période de mobilisation des élèves. Alors, on entend hein, que les enseignants là, qui évoquent les différentes modalités qu'ils mettent en jeu donc pour les élèves, fonctionnent plutôt bien hein, sur la série générale. Plus complexe quelquefois en technologique et plus complexe encore au niveau du bac professionnel. On voit que là, on a vraiment besoin d'aller chercher les élèves pour les maintenir dans cette motivation. Néanmoins, pour le bac pro, eh bien, les épreuves terminales sont aussi annulées.
Elles seront validées sur la base du livret avec un jury d'examen comme on a pu évoquer pour le bac général et technologique. Toujours pareil pour les éléments de progression, d'effort, d'assiduité qui seront pris en compte pour les enseignements généraux et pour les enseignements professionnels, mais bien sûr avec là aussi des poids différents suivant les disciplines et suivant les spécialités. Bon, les CCF qui ont eu lieu eh bien, seront pris en compte. Quand il n'y en a pas, eh bien, ce sont les évaluations qui seront prises en compte, notamment les notes qui apparaîtront dans le livret scolaire. Et puis pour ce qui concerne les périodes de formation en milieu professionnel, les PFMP, eh bien, il y a une fiche récapitulative au niveau du livret qui sera prise en compte là aussi pour l'attribution en termes de compétences, d'acquis pour le baccalauréat. Alors, il y a quand même une limite qui est un minimum de 10 semaines. Bon, mais sans doute que les choses vont être encore précisées. Enfin, BTS, de la même manière, épreuve terminale annulée, notes obtenues dans le cadre du CCF demeurent acquises, bien sûr, et seront prises en compte. Et pour les autres épreuves, on va retrouver la moyenne des notes de l'année qui sera retenue avec un jury qui se fondera aussi sur l'examen de l'ensemble des éléments qu'il aura à sa disposition, attestation descriptive du parcours de formation, notes pour délivrer le diplôme. Donc, on voit que les appréciations, les éléments qui seront portés au niveau du livret seront quand même déterminants sur l'attribution des différents diplômes, les notes bien sûr, mais aussi tous ces éléments de progression, d'assiduité, de motivation. Il importe donc qu'on puisse véritablement les évaluer pendant cette période. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'examen. On vous mettra le lien vers la fac, mais que vous avez peut-être déjà aussi exploré, en sachant qu'il y aura des compléments qui nous seront certainement communiqués au fur et à mesure. Voilà. Marilyn, on ne t'entend pas. J'oublie de réactiver le son, excusez-moi. Donc, merci beaucoup Anne-Marie pour ce point d'information, mais qui est indispensable là, pour, pour poursuivre là, et savoir un peu dans quoi on s'engage pour la suite. Alors, nous allons aussi parler maintenant là d'accompagnement du parcours, parce que en dehors des examens et des diplômes là, qui étaient prévus et qui sont prévus. Il y a comment pendant ce temps-là, donc on est en confinement depuis le 14 mars, à partir de ce moment-là, on rentrait pleinement là, dans Parcoursup pour les terminales, et puis on invitait les élèves de 3e là, à faire leur choix des formations à suivre l'an prochain en seconde. Donc, comment continuer à accompagner le parcours de l'élève dans ces temps-là. Et pour cela, c'est bien prendre en considération aussi que les évaluations qu'on va leur proposer, ça va leur permettre à eux d'évaluer aussi des compétences psychosociales pendant cette période qui est spécifique. C'est une période où on a plus de temps d'introspection, on a plus de temps de retour sur soi. Et inviter les élèves à voir un peu ce qu'ils peuvent développer lorsqu'ils s'ennuient, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en activité tout le temps scolaire, et tant mieux, c'est aussi affiner la connaissance de soi pour leur permettre d'affiner leur choix de formation, leur choix de métier. Et pour cela, on peut leur demander d'évaluer leurs compétences psychosociales, leurs compétences, comment ils se situent par rapport à l'autonomie face au travail qu'ils ont à réaliser, comment ils se situent par rapport à des activités de créativité qu'ils font lorsqu'ils s'ennuient, par exemple, ou de curiosité, leur degré de sociabilité. Est-ce qu'ils sont ou non
en lien avec des copains ou d'autres personnes en dehors du cercle familial via les réseaux sociaux, tant décriés par ailleurs, mais qui aujourd'hui s'avèrent indispensables pour continuer à avoir une vie sociale développée lorsqu'on est adolescent. Donc, je pense que les amener à prendre conscience de toutes ces compétences-là, c'est vraiment important et ça va peut-être leur donner même un autre regard sur la poursuite de leur scolarité. Béatrice, tu utilises également un questionnaire de connaissance de soi pour les élèves pour qu'ils puissent un petit peu se situer. Je veux bien que tu nous le présentes, s'il te plaît. Oui, alors je vais partager mon écran du coup. Hop, voilà. Je propose depuis la première semaine, attendez, hop, voilà, depuis la première semaine, je propose comme ça des collèges à la maison, voilà, par exemple semaine 3, des petites questions où vous reconnaissez encore le Google Forms. Et puis la semaine 3, j'avais posé, non alors la semaine, voilà, durant cette période des 2 semaines, tu as réussi des choses, réussites liées au travail scolaire ou à l'organisation scolaire, écris là où les réussites dont tu es le plus fier, qu'as-tu appris sur toi, sur ta façon de fonctionner face au travail scolaire, et parole libre, as-tu quelque chose à rajouter? Ça, c'est important aussi que les élèves puissent avoir vraiment la parole. Alors, voilà, les bilans, vraiment, eh bien, c'est vraiment intéressant. Beaucoup parlent d'avoir trouvé une organisation, fiers de leur organisation, appris à mieux maîtriser l'informatique, remarqué que le travail était efficace, fier car je me suis améliorée. Enfin, il y a plein de réponses différentes, mais c'est quand même toujours intéressant de faire un retour sur soi. Et la semaine 4, je leur avais posé la question là sur tu as appris à mieux te connaître durant 4 semaines. Tu as développé des qualités. Je leur avais fourni un tableau des qualités parce que là, on est en 5e. Je suis prof principale en 5e. Et en t'aidant du tableau, cite 3 des qualités et tu peux choisir des qualités citées dans le tableau, mais il y en a d'autres. Et puis, de demander à leurs parents pour parler justement, engager les conversations, quelles sont les qualités citées et de comparer les réponses, leurs propres réponses aux réponses des parents. Et vraiment, par exemple, je pense que j'ai la même réponse avec mon père sur organiser. Après, moi, je pense que je suis calme et appliquée. Bon, on est au niveau 5e et ça commence par là. Et on imagine bien tout ce qu'on pourrait faire à d'autres niveaux. Comparer, par exemple, les attendus après le bac, des attendus du supérieur, quand on est en terminale, quels sont les attendus du supérieur en termes de compétences et où j'en suis. C'est vrai quand on a vu la réunion en janvier, là, par exemple, ils avaient beaucoup parlé sur la capacité d'adaptation, à travailler en groupe, de manière solidaire, les connaissances des métiers. Et on imagine qu'on pourrait les pousser, en fait, nous-mêmes, par des petites choses très, très simples, à les faire réfléchir à tout ça. Voilà. Oui, tout à fait. C'est également l'occasion là de poursuivre ces travaux de recherche et d'information aussi sur les voies de formation, sur les métiers. On parle aujourd'hui, enfin, on a des métiers qui sont mis en avant quand même aujourd'hui dans cette crise qu'on traverse. Donc, ça va peut-être, c'est peut-être l'occasion aussi d'amener les élèves à réfléchir sur ces métiers-là, quelles voies de formation y amènent. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses là qu'on peut mettre en œuvre et profiter vraiment d'un nouveau regard de la part de l'élève, de la part des parents, de la part des enseignants, au moment aussi des moments d'auto-évaluation aussi, de connaissance de soi, pour permettre de développer son projet. Voilà. Juste, Marilyn, si je peux me permettre de rajouter une petite chose, on voit bien que la question de l'orientation est au cœur des préoccupations pour tous les niveaux où il y a effectivement des choix dans le parcours qui sont à poser, avec une crainte de ne pas avoir eu suffisamment de temps d'accompagnement des projets individuels. Il me semble que ce que Marilyn disait tout à l'heure, et Béatrice l'a illustré par des éléments, alors on était en 5e, mais transférable pour ailleurs, c'est vraiment comment on permet à chacun de mesurer là où il en est aujourd'hui par rapport aux attendus de demain et d'être vraiment sur cette question réflexive
de conscientisation des écarts qu'il peut y avoir entre un projet qui est un peu théorique et effectivement un parcours dans lequel je vais m'engager. Et cette période me paraît pas si mauvaise pour ça, mais ça nécessite effectivement un accompagnement un peu plus individualisé et un suivi que l'on ne connaît pas jusqu'ici à distance. Pour quelques élèves en tout cas, ça mériterait vraiment de pouvoir les mettre en relation, y compris peut-être avec des élèves qui sont embarqués dans tel ou tel parcours. En tout cas, c'est quelque chose auquel on va réfléchir avec des adjoints, avec des chefs d'établissement la semaine de la reprise, là, parce qu'il nous semble qu'il y a quelque chose qui se joue vraiment sur la capacité à chaque élève à construire un parcours auquel il a vraiment réfléchi, quoi, dans cette période un peu particulière aussi. Donc voilà, petite parenthèse. Merci. Alors, Marielle nous rappelle dans le chat, effectivement, que le kiosque de l'ONICEP est accessible gratuitement pendant cette période. Donc, il faut aussi pouvoir proposer aux élèves ces accès à l'information. Mais comment est-ce que aussi on accompagne derrière en leur demandant des créations vidéo sur un métier? Enfin, voilà, on peut continuer. Et vraiment voir par rapport à leur investissement face au travail aujourd'hui, à leur autonomie, qu'est-ce qui leur permet, enfin, qu'est-ce qui est permis pour eux d'envisager à la suite de ça. Voilà, notre webinaire s'achève. Alors, il va s'achever avec, d'une part, on va prendre encore les questions. J'en vois une là de Gaïd, donc on va la prendre. Et puis, en même temps, on va vous demander de répondre à un petit questionnaire aussi d'évaluation de notre webinaire. Donc, je mets en lien également vers un form dans la messagerie, là, dans le chat. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour répondre. Donc, c'est évaluer le webinaire et aussi avoir un petit peu un regard réflexif aussi sur vous pendant ce webinaire-là et qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir et qu'est-ce que ça vous a donné envie peut-être d'expérimenter à partir de la rentrée. Donc, je reprends la question là de Gaïd sur cuisinière. Quelle solution quand le lycée n'est pas référencé? On ne peut pas créer de compte. Alors, il me semble que cuisinière, c'est un outil développé par Canopé. Et donc, il n'y a pas forcément de compte, c'est avec l'adresse académique qu'on peut rentrer. Mais les collègues viendront peut-être apporter une réponse supplémentaire. Ouais, alors on crée un compte, mais bien avec l'adresse académique, quoi. Mais du coup, le lycée, normalement, n'a pas à être référencé. Donc, tu sais, quand tu arrives dessus, ça te demande en effet ton adresse académique, parce que c'est là-dessus qu'on reçoit la confirmation du compte. Mais par principe, enfin, peu importe le lycée, quoi. Tant qu'on a une adresse académique, on peut se faire un compte. Ouais, beaucoup d'outils mis à disposition gratuitement des enseignants pendant cette période nécessitent l'utilisation de son adresse académique, effectivement, et pas donc l'adresse de l'établissement. Ou votre adresse professionnelle mise à disposition par l'établissement. En fait, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment l'adresse académique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, et vous pouvez même prendre la parole si vous le souhaitez. Vous activez votre micro, votre caméra, et on accepte vu qu'on est en petit comité, on peut accepter les questions aussi de cette façon. N'hésitez pas. C'est vrai que là, on vous propose et de remplir un questionnaire et de poser des questions. Donc, si vous le souhaitez, on peut prendre 5 minutes pour les questions qui restent. Ne partez pas avec des questions. On n'a sans doute pas tout dit sur l'évaluation de cette période. Donc,
Geniali met-il à disposition des propositions de production ou devons-nous tout créer de A à Z? Oui, Geniali, c'est un outil de création de contenu, de créativité numérique, voilà, c'est vraiment du design. Et donc Geniali propose des designs un peu tout faits en fonction de ce qu'on veut faire, mais pour autant, le contenu, c'est à fabriquer, à construire par l'enseignant. De même que Tactiléo. Voilà. Ce n'est pas des contenus tout faits, même si dans Tactiléo, on peut reprendre des rubriques et des exercices qui sont faits par d'autres enseignants. C'est un outil qui est collaboratif. Mais Geniali, non. Geniali, on peut également reprendre des escape games qui sont sur le site Escape Game. Il y a une page spécifique sur la continuité pédagogique où là, vous pouvez reprendre des Geniali qui sont faits, mais il faut encore que la thématique corresponde à votre projet de classe, quoi. Alors, il y a une question sur l'évaluation sociale. C'est vrai que c'est assez nouveau. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va demander aux élèves d'évaluer? Alors, pour moi, il n'y a aucun danger tant qu'on est autour du travail des élèves, que les défis proposés montrent bien un travail d'élève. Là où j'ai vu du danger ces derniers temps, c'est lorsque l'on publie des photos d'élèves dans leur environnement personnel. Et effectivement, surtout chez des adolescents, surtout en lycée professionnel, et puis au collège, voilà, on n'est pas du tout à l'abri qu'il y ait des moqueries sur les réseaux sociaux suite à la publication de photos de l'un ou de l'autre. C'est ce que, en tout cas, j'ai pu remarquer sur nos pages établissements ces derniers temps. De la même façon, on met beaucoup en avant les photos de petits, alors là, en maternelle et en primaire, sur les pages des réseaux sociaux d'établissement. Il faut faire attention parce que derrière, on leur apprend en fait à se prendre en photo et à s'exposer sur les réseaux, alors que toute l'année, sinon, on a un discours qui est complètement différent, où au contraire, on va leur dire ne vous mettez pas en avant, faites attention à ce que vous publiez, etc. Et c'est pas parce qu'on vit une période extraordinaire qu'on sort du cadre, voilà, du numérique éducatif. Ben, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vérifie quand même dans le formulaire si vous avez des questions autres. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir pris ce temps de vacances, du temps de vacances là pour continuer à travailler et à réfléchir avec nous autour de cette question de l'évaluation en période de confinement. On vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes vacances. Profitez bien pour vous reposer, vous ressourcer, et puis proposer plein de belles choses encore aux élèves à la rentrée. Merci et merci à tous les participants aussi, et tous les présentateurs. Merci Béatrice, merci Anne-Marie, merci Logan, merci Jacques et puis merci Hervé à la technique. Et puis à très bientôt, on vous reproposera des webinaires et disciplinaires et transversaux à partir de la rentrée. Bonnes vacances à tous et on n'oublie pas qu'il y aura le replay à disposition. Voilà. Bonnes vacances. Et merci à Marilyn. Et merci à Marilyn, absolument. Oui. À bientôt.